Et en République démocratique du Congo, l'insécurité dans l'est du pays inquiète toujours. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est depuis hier en tournée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, placé sous état de siège depuis près d'un an. Il était notamment question de faire le point sur les opérations menées dans le cadre de ce régime d'exception pour juguler l'insécurité. Mais force est de constater que sur le terrain, les groupes armés n'ont pas reculé, et on en parle aujourd'hui avec l'analyste politique Harry Désiré Nzouzi, en direct de Kinshasa. Bonjour Harry Nzouzi. Harry Nzouzi, vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous entends. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. On en parlait il y a quelques secondes. La délégation ministérielle conduite par le Premier ministre Sama Lukonde doit faire le point sur près de 11 mois d'état de siège, mais le constat d'échec aujourd'hui s'impose de lui-même. Alors, je ne serai pas aussi excessif dans la mesure où c'est un long processus qui consiste à rétablir l'autorité de l'État dans les zones qui sont soumises à l'activisme des groupes armés. Il faut effectivement s'attacher aux résultats qui ont été obtenus. C'est vrai qu'il y a eu dans certaines zones des actions qui ont malheureusement abouti et qui forcément ont alourdi le bilan, mais la stratégie reste la même, c'est-à-dire que l'on essaye d'une part de ratisser, d'identifier, de localiser, de neutraliser les dernières poches de résistance, et parallèlement à cela, on prend des initiatives pour prendre langue avec certains groupes. C'est le cas notamment dans l'Ituri avec la Codeco. Donc c'est quelque chose qui nécessite évidemment du temps et pour lequel il va falloir effectivement prendre son mal en patience. Vous l'avez dit, les poches de résistance sont toujours là. Nzouzi, peut-on dire aujourd'hui que la menace dans l'est de la RDC a été mal évaluée? Alors, ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que l'armée nationale est confrontée à des rébellions qui sont à la fois multiformes et multidimensionnelles, compte tenu bien sûr de la nature du conflit. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il faut distinguer trois types de groupes armés. Vous avez des groupes armés, j'allais dire, locaux qui ont des préoccupations éminemment ethno-tribales. Vous avez des groupes armés qui sont en opposition avec des pays voisins. C'est le cas, par exemple, des ADF, c'est le cas, par exemple, des FDLR ou de certains groupes résiduels. Et puis, vous avez une troisième catégorie. Ce sont des groupes qui sont instrumentalisés par certains pays voisins et qui, le moment venu, viennent en RDC pour perturber l'ordre et la sécurité avec l'ambition, bien évidemment, d'intégrer les institutions dans le cadre de négociations politiques et être versés dans l'armée nationale. Donc, vous voyez qu'avec ces trois types de groupes armés, nous avons fort à faire. L'objectif, évidemment, étant le plus rapidement possible de les mettre hors d'état de nuire. Et pour sécuriser sa frontière orientale, la RDC a passé des accords avec ses voisins rwandais et ougandais. Pour l'instant, ça ne semble pas produire de résultats probants. Au moins 800 victimes d'exactions depuis le début de l'année, une trentaine de personnes tuées depuis le début de la semaine. Qu'est-ce qui explique la longévité aujourd'hui de cette crise sécuritaire dans l'est du pays ? Alors, il y a d'une part évidemment le fait que ces groupes armés ont fait preuve de beaucoup de résilience, c'est-à-dire qu'au moment où l'on pensait qu'ils étaient affaiblis, en fait, ils se repliaient pour se réorganiser. Et il y a un autre élément qui leur a facilité la tâche, c'est que vous avez une extrême grande mobilité de ces groupes armés qui font et défont des alliances et qui, de manière conjoncturelle, ont des objectifs à atteindre. Et malheureusement, il n'est pas toujours aisé
d'aller vers eux, puisque dans le même temps, vous avez une multiplication de groupes. Je rappelle quand même que entre l'Ituri et la province du Nord Kivu, vous avez 122 groupes armés qui sont actifs. Il faut reconnaître les résultats qui ont été enregistrés par l'armée nationale et dans certaines conditions avec l'aide de la MONUSCO. Mais encore une fois, je l'ai dit, c'est un travail de longue haleine qui va nécessiter du temps et pour lequel le gouvernement congolais est en train de mobiliser davantage de moyens. Nous allons continuer à parler de ces accords. La mesure fait de moins en moins l'unanimité en interne. Certains députés des régions concernées n'ont pas, par exemple, hésité à dénoncer ouvertement une mesure qu'ils jugent contre-productive. Que resterait-il comme option en renforcement? Si oui, comment? Une énième prorogation ou l'abandon de cette mesure, Henri Zozi? Alors, je crois que pour l'instant, il faut, j'allais dire, épuiser toutes les voies de recours. Pour le moment, nous sommes dans cette situation, je rappelle, depuis le 3 mai 2021, en vertu des articles 85, 144 et 145 de la Constitution. Il y a bien évidemment, et je vous vois venir, l'option des négociations, mais pour l'instant, cette option est non négociable et n'est pas du tout sur la table. Je rappelle qu'il y a un fort sentiment d'impunité à l'est de la RDC. C'est un sentiment insupportable et contre lequel les autorités actuelles tentent de lutter. Je rappelle par ailleurs qu'il y a de cela quelques semaines, une task force a été dépêchée, notamment dans la zone de Beni Butembo, avec notamment Thomas Lubanga, Germain Katanga. Ils ont été enlevés puis libérés, ce qui montre bien la difficulté de la tâche, puisque vous avez comme stratégie aussi d'envoyer des anciens seigneurs de guerre qui parlent, on va dire, le même langage, avec pour objectif, pour, j'allais dire, comment dirais-je, mission de pouvoir visiblement un problème de connexion avec Henri Zozi. Henri Zozi, qui est analyste politique et producteur associé du JT diplomatique. Nous le remercions. Merci Henri Zozi d'avoir répondu à nos questions.